Allez, pour les courageux, on est reparti. Je vais ranger ça. Et je vais prendre le tarot. Voilà. Je vais mettre ça sur le côté. Où est-ce qu'il est ? Ici. Oh. Alors, on va aller voir quelle est la vérité que cette personne a tout fait pour cacher. Allez, les courageux. On y va. Alors, c'est quoi cette vérité que cette personne a tout fait pour cacher? Attends, parce que là, hop, il y en a une qui s'est retournée. Donc, on a d'abord un 7 de bâton. On a ensuite le jugement. Ok. Et on a un cavalier de denier. Ok. Le 7 de bâton, c'est une position défensive. C'est quelqu'un qui protège son territoire, qui résiste et qui justifie ses actes ou tente de garder le contrôle. Le jugement, c'est ce qui était enfoui, mais qui remonte à la surface. Et donc, c'est la révélation, la mise au grand jour, le moment où on ne peut plus faire comme si de rien n'était. Et le cavalier de denier, ça ici, c'est du concret. On parle de faits, de démarches, de documents, d'argent, de travail ou une vérité qui se matérialise progressivement. Et donc, en gros, ce que cette personne a tout fait pour cacher, ça semble moins être un secret spectaculaire qu'une réalité concrète. Donc c'est une volonté de défendre une position coûte que coûte, mais avec le jugement, ce qui était maintenu sous contrôle finit par remonter à la surface. Et le cavalier de denier indique que cette vérité prend une forme tangible. Donc elle peut passer par des faits. Oh putain, j'aime pas ça. Ça peut passer par des faits, des preuves, des documents, des décisions ou des conséquences concrètes. Néanmoins, je ne vais pas sauter directement sur l'occasion de dire que c'est une fraude ou un crime. Hein. En revanche, ça peut tout à fait raconter qu'une personne ne parvient plus à empêcher que des éléments concrets viennent éclairer la situation. C'est quoi ce fait concret que le jugement met en lumière aujourd'hui ? Ok, bon, je vais toutes les prendre. Alors, on a une roue de fortune. On a un valet de bâton. Ok. Hop, hop. On a un roi d'épée. Et on a un 5 de bâton. Ici, on parle d'une situation qui échappe au contrôle, un changement de cycle, un tournant avec la roue de fortune. Le valet de bâton, là, on peut parler d'une nouvelle, d'un message ou de quelqu'un qui commence à agir ou à parler. Le roi d'épée, ça parle de la vérité, la lucidité, une autorité, une personne qui tranche sur des faits. Et le 5 de bâton, c'est tout ce qui est conflit, opposition, confrontation d'intérêts ou de version. Et donc, en gros, ce que le jugement met ici en lumière, c'est qu'un changement de cycle est en marche et il y a quelque chose qui se met en mouvement. Qu'est-ce qui se met en mouvement? C'est une information, une prise de parole ou une initiative qui ouvre une nouvelle étape. Et là où ça devient intéressant, c'est avec le roi d'épée, on n'est plus
on n'est plus. On n'est plus dans les émotions, mais on est dans les faits, l'analyse et les décisions. Et ça débouche sur un 5 de bâton, donc une confrontation, des intérêts qui s'opposent, des vérités qui se confrontent, où chacun défend sa position. Et donc, si je suis la logique des cartes, ça raconte bien un passage d'une vérité cachée à une confrontation où les positions deviennent difficiles à maintenir. Ok. Qui sort réellement gagnant de cette confrontation, en fait? C'est le roi de bâton. Alors, le roi de bâton. Alors, c'est pas forcément un homme. C'est l'archétype de celui ou celle qui reprend les commandes. Quelqu'un qui agit, qui assume, qui avance sans avoir besoin de manipuler. Et donc, à mon avis, ici, dans le cas de cette guidance, je crois que c'est toi. Mon consultant, ma consultante. En fait, après toutes les cartes de conflit, de trahison, de révélation, c'est cette énergie du roi de bâton qui l'emporte. C'est celle de l'action, de la confiance et du leadership. Qu'a perdu définitivement cette personne en agissant de cette manière? Elle a perdu le pape et elle a perdu le pendu. Ouf. Pardon. Moi, je le vois plutôt comme une perte de sens que comme une punition. Le pape, ça représente les valeurs, la légitimité, la confiance, la transmission et parfois le soutien d'un groupe ou d'une figure de référence. Le pendu, c'est la capacité à prendre du recul, à changer de perspective ou à évoluer par le lâcher-prise. Et donc, en fait, ce que cette personne ici a perdu, c'est peut-être pas seulement quelqu'un ou quelque chose. Elle a perdu sa légitimité, sa crédibilité ou l'accès carrément à la sagesse. Et elle a perdu, avec le pendu, la capacité de voir autrement, de suspendre son ego pour évoluer. Et ici, on a l'impression qu'en restant enfermé dans ce fonctionnement, en fait, cette personne s'est privée d'une véritable transformation. Et le plus grand coup, ce n'est pas ce qu'elle a pris aux autres, c'est ce qu'elle a perdu en restant fidèle à son propre fonctionnement. Ici, moi, je vois vraiment quelqu'un qui a perdu sa boussole morale. En fait, on a l'impression que les valeurs, l'intégrité ou le sens des limites sont passés au second plan. Et donc, c'est pas forcément une personne sans moralité dans son essence même, mais c'est quelqu'un dont les choix et les comportements s'en éloignent fortement. C'est une personne qui agit vraiment en fonction de ses intérêts et puis en fonction de ses principes. Et donc ici, moi, on parle d'un fonctionnement où l'éthique s'efface complètement au profit de l'objet, de l'objectif, pardon, que cette personne recherche. Et qu'est-ce qui dirige réellement le choix de cette personne? Alors, on a le 3 de coupe et on a le monde. C'est intéressant parce que c'est pas forcément la réponse à laquelle je m'attendais.
Le 2 de coupe, ça représente le lien, l'association, le besoin d'être en relation, l'alliance et parfois le partenariat. Le monde, lui, représente l'accomplissement, la reconnaissance, mais aussi le besoin d'être validé ou reconnu. Au fond, cette personne ne semble pas être uniquement dirigée par l'argent ou la manipulation. Ça montre qu'elle cherche avant tout à obtenir une forme d'accomplissement à travers une relation ou une alliance. Le problème, c'est que si le tirage est cohérent, elle utilise des moyens qui finissent par détruire précisément ce qu'elle cherchait à obtenir. Et donc c'est peut-être là toute la tragédie de ce personnage, c'est qu'il cherche le monde, mais le chemin qu'il emprunte l'éloigne. Je vais y arriver. C'est assez curieux. C'est quoi la blessure qui a donné naissance à ce fonctionnement? On a le 3 de bâton, on a le magicien. Je déteste cette carte, avec Baphomet, et le soleil. Alors ici, je ne vais pas prendre la carte du magicien avec Baphomet au sens littéral. Moi, je vois plutôt ça comme un archétype du pouvoir, de la volonté et de l'ombre. On va dire les choses. Le roi de bâton, ça représente une figure d'autorité, un besoin d'être fort, reconnu et d'être influent ou de garder le contrôle. Le magicien, lui, il a une grande capacité d'action et de persuasion qui peut être utilisée de façon créative ou pour manipuler. Et le soleil, normalement, c'est une carte hyper positive. Ici, ça représente le besoin d'être vu, d'être validé, reconnu et d'être aimé ou tout simplement de briller. Et donc la blessure, ça semble pas être le pouvoir en tant que tel, mais elle semble tourner autour de la reconnaissance. Et les cartes, elles donnent l'impression qu'il existe un besoin profond d'exister, d'être admiré ou d'être validé. Le magicien, ça montre qu'une grande intelligence ou une forte capacité d'influence s'est développée pour répondre à ce besoin. Alors, quand je dis grande intelligence, on s'entend bien que c'est pas forcément une grande intelligence intellectuelle. Ça peut être une grande intelligence en termes de manipulation. Mais selon la manière dont cette énergie est utilisée, elle peut devenir soit très constructive, soit très destructive. Et je reviens sur ce soleil parce qu'il peut suggérer aussi une quête initiale qui était peut-être saine, mais que les moyens employés pour y arriver se sont progressivement éloignés de l'objectif, du fait que ce soit sain. Et là, je voudrais savoir à quel moment cette personne elle a bifurqué pour entrer dans ce fonctionnement qui, a priori, est bien dégueulasse. Bon, beaucoup trop de cartes. Oh. Allez. Un peu de sérieux. On a un cavalier de bâton. Mais le basculement, il s'est produit au moment où cette personne, elle a commencé à agir sans prendre le temps de s'arrêter. Un cavalier de bâton,
Ça parle souvent d'un basculement dans l'action, de l'impulsivité ou d'une quête intense. Il fonce. Il est porté dans son désir, son ambition, son besoin de conquérir ou de prouver quelque chose. Alors c'est une énergie qui peut être absolument extraordinaire, mais si elle n'est plus guidée par des valeurs, alors elle peut conduire à des choix impulsifs et complètement risqués. Et donc je ne dirais pas ici que le cavalier est la cause à lui seul, mais plutôt le moment où une manière d'agir s'est installée. Est-ce que cette personne peut revenir en arrière? Ou est-ce qu'elle a franchi un point de non-retour? Et là, j'ai le 4 de coupe. Et en d'autres paquets, j'ai le 2 d'épée. Le 4 de coupe, ça évoque souvent un refus de voir une opportunité, une stagnation, quelqu'un qui est complètement figé dans son état d'esprit, ou le repli. Et le 2 des épées, ça renforce l'idée du blocage, du refus de choisir, et d'une vérité qu'on ne veut pas regarder, ou l'immobilisme. Et donc ici, ça donne l'impression que cette personne est arrivée à un carrefour où en fait, elle voit plus d'issue. Le 4 de coupe montre un enfermement dans son propre fonctionnement, alors que le 2 d'épée suggère qu'un choix reste refusé ou qu'une vérité continue d'être évitée. Et donc, tant que ce choix n'est pas fait, mais le changement est impossible. Et donc, le véritable point non-retour, c'est peut-être pas celui où on a commis l'irréparable, mais c'est celui où on refuse encore de regarder la vérité en face. C'est quoi le dernier voile qui va tomber là aujourd'hui? Je veux savoir. Pour ça, je vais prendre le fameux oracle de l'impudeur qui... Ouais, j'avais dit que je ferais un tirage avec ça demain, mais je peux pas m'en empêcher, c'est un nouveau. Allez, le dernier voile qui va tomber aujourd'hui, c'est quoi? Alors, on a la carte de la vipère, la carte de la peureuse, et on a la carte... Oh putain, oh non, oh, on a la carte du diable. Je m'étais dit, je suis super contente parce qu'il n'est pas sorti avec le tarot occulte, et ben si. Alors, je vais prendre le bouquin parce que comme c'est la première fois que je l'utilise, forcément, je ne connais pas les cartes par cœur. Alors, donc, le dernier voile qui tombe, c'est celui de la vipère. Et j'aime beaucoup cette phrase du bouquin qui dit que l'habit ne fait pas la vipère. J'ai perdu ma page. Là. L'habit ne fait pas la vipère. Autrement dit, les apparences peuvent être trompeuses. Ici, on te demande de regarder les actes plutôt que les discours. Ça parle de médisance, de manipulation, de jeu d'influence et de la nécessité de ne plus te laisser aveugler par les faux semblants. Avec la peureuse qui arrive après, c'est une carte qui montre qu'il y a encore une peur qui est présente. La peur de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et tant que tu doutes de ton propre discernement, tu restes vulnérable au discours des autres. Et avec le diable, pour moi, cette carte, elle ne dit pas forcément qu'une personne est le diable.
au sens littéral, mais ça représente un fonctionnement où les excès, les attachements, le pouvoir, la séduction ou les pulsions prennent carrément le dessus. Et c'est le moment où on devient prisonnier de ses propres choix. Et d'une certaine manière, le véritable pacte, mais n'est peut-être pas avec une force extérieure, mais avec son propre fonctionnement. Et c'est là que l'on peut devenir en fait son propre bourreau. En fait, le plus grand piège, c'est pas que le masque de la vipère apparaisse, c'est le jour où on finit par croire qu'on ne peut plus vivre autrement que derrière ce masque. Et donc, je sais pas si c'est toi qui est cette personne, je ne te le souhaite pas, mais je pense que c'est potentiellement la personne en face de toi, toujours. Ok. Qu'est-ce que cette personne, elle a sacrifié en face de toi pour devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Il y a le battleur. Oula. Hop. On a la carte du battleur. Et on a la carte de Gaïa. Ok. Ici, cette personne, avec le battleur et Gaïa, elle a sacrifié son enracinement au profit de son indépendance. Elle a peut-être privilégié le contrôle, la liberté ou l'autonomie au point de se couper d'un lien plus profond avec les autres, avec ses valeurs ou sa propre nature. Et donc, clairement, ici, ce qui a été sacrifié, c'est sa capacité à construire un lien authentique. Et donc, il veut rester maître de son territoire. Mais Gaïa, ici, la carte de Gaïa, vient rappeler qu'on ne grandit pas uniquement en étant relié à quelque chose de plus grand que soi. Est-ce que cette personne, elle est capable d'aimer, sincèrement? La masculine. Moi, je trouve ça très bouleversant comme carte. Ça semble raconter l'histoire d'une énergie masculine qui a été profondément blessée, d'une difficulté à trouver un équilibre entre la force et la vulnérabilité, entre l'action et la sensibilité. Et si je m'appuie sur le livret ici de l'oracle, il est effectivement question d'une énergie masculine qui a pu être malmenée psychologiquement ou émotionnellement. Si cette lecture te parle, ça peut évoquer une blessure, mais alors très ancienne. Et à mon avis, ça remonte à l'enfance, en lien avec une figure paternelle ou avec la manière dont cette personne a appris à être un homme ou à vivre son énergie masculine. Alors ici, on ne pardonne rien au comportement, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Mais elle semble aussi montrer que ce fonctionnement ne naît pas dans le vide. Ça raconte l'histoire de quelqu'un qui a vraiment été profondément blessé avant de construire une manière de survivre qui, à son tour, a blessé d'autres personnes. Et je trouve ici que c'est une nuance très importante. On ne minimise pas les actes, on distingue l'origine de la souffrance et la responsabilité des choix. Et comprendre l'origine d'un comportement, c'est pas l'excuser, c'est simplement refuser de confondre une blessure avec une identité. C'est pas la même chose. C'est quoi le mensonge que cette personne elle se raconte pour survivre? Il y en a 3 qui sont sortis. On a la carte de la tempérance. On a la carte du soleil, encore.
Et on a la carte de la force. Encore. Le mensonge qu'elle se raconte, c'est je suis fort, je maîtrise tout, j'ai besoin de personne. Le soleil, on a toujours cette image de réussite, de rayonnement, de montrer que tout va bien. La force, je maîtrise, je contrôle, je suis courageux. Mais c'est aussi le fait de retenir en permanence ce qui bouillonne à l'intérieur. Alors ensemble, toutes ces cartes, moi j'y vois alors vraiment pas quelqu'un de fort. Moi, je vois quelqu'un qui doit absolument croire qu'il est fort. Parce que s'il cesse d'y croire, eh ben, tout s'effondre comme un château de cartes. Et donc le plus grand mensonge ici, c'est peut-être pas une histoire qui est racontée aux autres, c'est une histoire qui est racontée à soi-même. Laquelle je vais bien, je contrôle, rien ne peut m'atteindre. Moi, je suis le pompalope. Ce qui me rappelle un peu la guidance sur l'illusion d'être Dieu tout-puissant. Je sais plus si c'était aujourd'hui que j'ai posté ça ou hier, enfin soit. Or, ici, les cartes, elles parlent de blessures, de peur de trahison et d'un déséquilibre profond. Et le soleil et la force deviennent alors un masque, celui de, je vais essayer de le prononcer, l'invulnérabilité. Et là, je vais poser la question, the question, qui est cette personne lorsqu'elle n'a plus personne à impressionner? Il y en a... Ouf, oui. Bah écoutez, je vais toutes les prendre hein, parce qu'elles sont collées, donc c'est pas pour rien. Alors, on a la danseuse inversée. Ok. On a l'été. Bon, j'espère que je vais pas me faire taper sur les doigts par YouTube parce qu'il y a des petites madames à moitié nues. Cup of tea. Et la ressuscitée. Non, ce n'est pas Jeanne d'Arc, les gars. Et en d'autres paquets, on a la tour. Je vais la mettre là. On a la tour. Alors ici, la danseuse inversée, je lis en même temps hein, dans le bouquin. C'est une personne qui ne sait plus vivre selon son propre rythme. Pardon, je bafouille. Elle joue un rôle, elle s'adapte, elle performe, mais d'une certaine manière, elle est coupée de ce qu'elle ressent profondément. Avec la carte de l'été, ça c'est assez général. En apparence, c'est très lumineux, c'est vivant, c'est chaleureux, c'est la façade, où le potentiel de vie existe encore. La tasse de thé. La tasse de thé. Là, c'est le calme, le refuge, le besoin d'une vie simple, d'un moment où il n'y a plus rien à prouver. Et la ressuscité, ça c'est quand même assez fort. On parle pas d'une résurrection miraculeuse qu'une personne aurait besoin pour renaître à elle-même, mais c'est plutôt l'image d'un bûcher qui évoque ce qui a été consumé, sacrifié ou détruit avant cette possible renaissance. Et la tour en dos de paquet, c'est tout ce qui tient encore debout, mais sur une illusion qui a deux doigts de s'effondrer, en fait. Et donc, qui est cette personne avant, lorsqu'il n'y a plus personne à impressionner? C'est quelqu'un qui ne danse plus au rythme de son cœur, mais quelqu'un qui aspire peut-être à la paix, à une vie plus simple, mais qui doit d'abord traverser une véritable chute intérieure. La tour ici allez, en dos de paquet suggère que tant que les anciennes structures ne tombent pas, en fait, cette renaissance est inaccessible. Et peut-être que le véritable drame, ce n'est pas que cette personne
enfin ce que cette personne a fait subir aux autres, mais le fait qu'elle ne sache même plus qui elle est lorsqu'elle enlève tous ses masques. Et ça, c'est quand même hyper dramatique. C'est quoi l'angle mort qui va causer sa chute de cette personne? Je vais enlever la tour hein, parce que elle risque d'être très peu. On sait déjà qu'elle va subir une chute. Peu importe. Donc l'angle mort que cette personne va subir, c'est l'ouverture inversée, la période de l'automne, un petit d'air. Ouf, mais... Ouf. L'empereur inversé, le fou inversé, ok. Et en dos de paquet, j'ai la lumineuse. Bon. Avec l'ouverture inversée, on est clairement sur une incapacité à s'ouvrir, le refus de laisser entrer une autre vérité et le refus de laisser entrer une autre manière d'être ou d'aimer. L'automne, là on est sur le déclin. Donc ce qui arrive à maturité et dont les feuilles commencent à tomber, en fait ici on récolte ce qui a été semé. L'empereur inversé, là c'est clairement et purement une perte de pouvoir véritable. Donc l'autorité devient contrôle et rigidité ou domination. Le trône est complètement occupé de se fracasser au sol. Il n'y a pas d'autre mot. Le fou inversé, on parle d'errance, de refus de remettre sa vie à plat. On parle de la fuite en avant et l'incapacité à repartir autrement. Et la lumineuse, ça c'est quand même assez frappant comme carte, elle est derrière tout le reste. Un peu comme si la lumière était toujours là, mais complètement inaccessible tant que les 4 cartes précédentes restent actives. Et donc finalement, l'angle mort de cette personne, je crois qu'ici, c'est pas son intelligence, ni son pouvoir, ni sa capacité à manipuler. Son véritable angle mort, c'est qu'elle croit que se fermer la protège. Or ici, on nous montre exactement le contraire. À force de rester fermée, cette personne entre dans son propre automne. L'empereur... 1, 2, 3. L'empereur perd son trône. Le fou perd sa liberté. Et pourtant, en arrière-plan, la lumineuse, elle attend toujours. Un peu comme si la porte de sortie existait, mais qu'elle exigeait d'abandonner tout ce qui a été construit jusque-là. Et le plus grand cheminement, c'est peut-être pas ce que la vie lui fera. Le plus grand cheminement. Le plus grand châtiment, pardon, n'est peut-être pas ce que la vie lui fera. Le plus grand châtiment, c'est de passer toute une existence à fuir seul et de fuir la seule personne capable de le sauver, c'est-à-dire lui-même. Hein, j'ai ma lampe de poche qui s'allumait toute seule, c'est pas grave. Mais il commence à faire un peu sombre. Sous quelle forme va se manifester cette perte de liberté? Alors, on a la beauté inversée. Je vais pas toucher à la lampe de poche parce que j'aurais peur de couper ma caméra. On a pensée, amitié inversée. Et on a la carte de loup. Et en d'autres paquets, on a la famille. La beauté inversée, c'est la perte de ce qui attirait ou séduisait.
C'est une image qui se fissure et il y a une grosse difficulté à maintenir les apparences. La pensée amitié inversée, ça parle d'éloignement, de rupture de confiance, d'incompréhension et de liens qui se détruisent. L'eau ici représente les émotions, ce qui déborde et ce qui ne peut plus être contenu. Et la famille en dos de paquet, le sujet touche les liens familiaux, les racines ou le cercle le plus proche. Et donc la perte de liberté semble d'abord d'être relationnelle. Les apparences ne suffisent plus. Il y a des liens de confiance qui se détruisent, des émotions qui remontent à la surface. Et en toile de fond, la famille montre que cette dynamique finit par toucher les relations les plus proches. Est-ce que cette personne, elle est vraiment condamnée à vivre dans l'isolement ici? On a quoi? On a la carte de l'élévation.